Aujourd'hui, on va parler d'un personnage très spécial dans Jujutsu Kaisen. Il s'appelle Sukuna. Un personnage qui ne meurt jamais, un personnage qui survit à tout, même à ce qui est censé le tuer instantanément. Et non, on ne va pas parler d'un personnage particulièrement intelligent, ni d'un génie stratégique, ni même simplement d'un combattant redoutable. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage protégé par le scénario. Et oui, parce qu'il y a une vraie différence entre être puissant et être scénaristiquement intouchable. Et soyons clairs dès le départ, cette vidéo n'est pas une critique de la puissance de Sukuna. Non, calmez-vous, je sais que vous êtes nombreux à l'aimer. Personne ne nie ici qu'il est monstrueux, qu'il est dangereux, ni qu'il est censé être le roi des fléaux. Le problème n'est pas qu'il gagne, le problème c'est comment il gagne. Et surtout, combien de fois il gagne alors qu'il aurait déjà dû perdre. Il aurait déjà dû mourir depuis longtemps selon les règles même du manga. Dans le manga, il existe un concept très simple que les fans appellent souvent le plot armor. Dit simplement, c'est quand un personnage ne survit pas parce qu'il a trouvé une solution crédible, mais parce que le scénario refuse de le laisser mourir. Et Sukuna, soyons honnêtes, n'est pas invincible. Il est juste scénaristiquement assuré tout risque. À chaque fois que les règles de l'œuvre disent clairement « là, c'est fini, il doit mourir », il se passe toujours quelque chose. Un miracle, une règle qui n'existait pas avant se crée, une exception sortie de nulle part débarque, un vœu contraignant dont on ne connaît jamais vraiment le prix s'annonce. Un personnage qui fait soudainement une erreur absurde ou une technique présentée comme fatale qui devient étrangement inoffensive pile au bon moment. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est que ce n'est pas un accident isolé. Ça arrive encore, et encore, et encore. On va se calmer, on va boire un peu d'eau, on revient juste après. Ne bois pas l'eau. Tellement souvent que ce n'est plus un hasard, mais un schéma. Dans cette vidéo, on va donc faire quelque chose de très simple. On va reprendre tous les moments clés de l'œuvre où, selon les règles établies par le manga lui-même, Sukuna aurait dû mourir ou à minima perdre le combat et être définitivement neutralisé. Et donc à chaque fois, on va voir comment le scénario a changé les règles en cours de route pour le sauver. Pas par stratégie, pas par intelligence, mais par nécessité narrative. Et si tu es fan de Sukuna, aucun problème. Mais si tu refuses de voir ces incohérences, alors accroche-toi bien parce que cette vidéo risque de te faire un petit peu mal. Ah oui, petite précision, je n'ai pas listé ces événements en ordre chronologique. J'ai juste listé les moments qui m'ont marqué et j'ai gardé l'ordre aléatoire que j'ai eu dans ma tête en fait. Et aussi cette vidéo spoil fort, ça spoil tout. Donc si vous n'êtes pas à jour et que vous n'avez aucun problème avec les spoils, installez-vous. Au cas contraire, Ça va péter. Péter. I got loyalty inside my DNA. I got peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain and joy inside my DNA. on commence avec l'un des moments les plus scandaleux du manga, celui où beaucoup de lecteurs ont compris que quelque chose n'allait plus. Le combat Sukuna contre Higuruma Hiromi. Parce que là, on n'est pas dans l'interprétation, ni dans le débat. On est face à une règle claire, écrite noir sur blanc, et contournée au dernier moment. Waouh. Bref, Higuruma possède l'un des territoires les plus simples et les plus stricts de Jujutsu Kaisen. Pas de clash d'énergie, pas de duel de puissance, un procès, un verdict, une sentence. Et quand la peine capitale tombe, elle ne fait pas semblant. L'épée du bourreau tue en un seul coup. Si Sukuna est touché par l'épée du bourreau, le corps et l'âme de Megumi seront libérés. C'est sûrement leur meilleure chance de réussir à sauver Megumi. Pas de régénération, pas de résistance, pas d'exception. C'est littéralement présenté comme une mort garantie. Et que fait le scénario? Il reconnaît Sukuna coupable de crimes de masse. Ce n'est pas trop tôt. Pas coupable à moitié, pas ambigu, coupable à 100%. Si l'accusé est déclaré coupable, la sentence varie en fonction de la gravité des actes. Si vous avez tué une personne par exemple, vous serez inculpé de 10 à 15 ans de prison. Si vous avez tué plus de 3 personnes, vous serez inculpé de la peine de mort. La peine de mort est la sentence la plus lourde. Elle offre à Higuruma une épée du bourreau qui peut one-shot n'importe quel individu. Une épée qui tue l'opposant en un seul coup. Nous apprenons au chapitre 166 que la peine de mort est souvent couplée à la confiscation. Le coupable ne sera alors plus en mesure d'utiliser son sort occulte. À ce moment précis, selon toutes les règles établies par le manga, Sukuna est censé perdre son sort en se faisant tuer parce qu'il n'aura plus rien pour se défendre. Il n'y a donc pas de débat possible. Aucun flou, aucun peut-être. Et c'est là que la magie scénaristique opère. Au tout dernier moment, le manga révèle une règle qui n'avait jamais été mentionnée auparavant. Pardon? Une règle sortie de nulle part, sans préparation, sans indice préalable. La confiscation ne s'appliquerait pas en priorité à la technique innée, mais à un outil maudit si l'accusé emporte sur lui.
What? Bref, résultat, Sukuna ne perd pas sa technique de coupe, il perd Kamutoke, son jouet. Autrement dit, Sukuna échappe à la mort non pas parce qu'il a été malin, non pas parce qu'il a anticipé, mais parce qu'il avait un objet dans sa poche. En fait, c'est comme si un condamné à mort échappait à la guillotine parce qu'on lui a confisqué sa montre avant de lui couper la tête. Et soudainement décidait de ne plus le tuer. Est-ce que ça a seulement du sens? Et en fait, le plus grave, ce n'est même pas que cette règle existe. Le plus grave, c'est qu'elle n'a existé que pour ce moment précis. Elle n'a jamais été évoquée avant, elle n'a jamais été réutilisée après. Elle ne sert qu'à une seule chose, empêcher Sukuna de perdre sa technique et donc empêcher sa mort. Et évidemment, une fois sauvé, Sukuna massacre Higuruma sans difficulté. Le procès est terminé, la peine capitale a été annulée par une note de bas de page en fait inventée sur place. Rideau. C'est à ce moment-là que beaucoup de lecteurs ont compris que Sukuna ne serait plus jamais traité comme un personnage soumis aux règles du monde, mais comme une pièce que le scénario refuse de retirer de l'échiquier. Peu importe la logique, peu importe la cohérence, si Sukuna doit continuer, alors les règles s'adapteront à lui et jamais l'inverse. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est que le début. Parce que si même une sentence de mort absolue peut être annulée par une règle improvisée, alors aucune autre technique, plus aucun autre domaine, plus aucune arme ne peut en fait être prise au sérieux. Et maintenant qu'on a vu comment Sukuna a survécu à une peine capitale officielle, on peut passer au niveau supérieur, parce que le prochain adversaire, ce n'est pas un juge, c'est juste l'homme le plus fort du manga. Oh my. Et pourtant, le scénario va encore trouver un moyen. On arrive maintenant au cœur du problème. Oui, je sais, c'est précipité, mais il faut qu'on en parle rapidement. Le combat contre Satoru Gojo. Le combat censé être l'apogée technique du manga. Le moment où, selon toutes les règles établies depuis le début, Ryomen Sukuna devait enfin rencontrer une limite. Et c'est précisément là que les règles du cerveau, de l'âme et même de la désintégration commencent à se dissoudre sous nos yeux en fait. Bref, commençons par la sphère de l'espace infini. Le territoire de Gojo est expliqué très clairement depuis le début du manga. Ce n'est pas une attaque spirituelle, ce n'est pas une attaque sur l'âme, c'est une saturation d'informations infinies qui paralyse le cerveau biologique, pas le cerveau spirituel. On parle bien du cerveau biologique là. Oui, je m'enflamme. Bref. Le cerveau sature d'informations, le corps s'arrête. Point final. C'est pour ça que même des fléaux surpuissants se retrouvent immobilisés. C'est pour ça que Mahito, pourtant maître absolu de l'âme, a été totalement neutralisé à Shibuya en seulement 0,2 secondes. Et pourtant, face à Sukuna, le manga nous explique soudain que les dégâts de la sphère de l'espace infini auraient été encaissés par l'âme de Megumi. Pas le cerveau, non, pas le corps, l'âme. Waouh. C'est pas fini. Problème cependant, Sukuna et Megumi partagent le même cerveau physique. Celui qui contrôle le corps devrait l'être aussi. Dire donc que Sukuna peut transférer une surcharge neurologique vers une âme, c'est introduire une mécanique qui n'a jamais existé avant et qui ne sera jamais utilisée après. Aussi simple que ça. L'âme devient soudain un disque dur externe capable d'encaisser une attaque cérébrale. C'est pratique. Très pratique même, je dirais. Et cette incohérence devient encore plus visible quand on repense à Mahito. Si la sphère de l'espace infini touchait l'âme, Mahito n'aurait dû rien ressentir. Or, il a instantanément été immobilisé. Ce précédent prouve donc une chose très simple. Le territoire de Gojo affecte tout ce qui réside dans le corps. L'excuse de l'âme de Megumi ne tient donc pas techniquement. Vraiment pas. N'essayez même pas de me convaincre encore. N'essayez même pas de me... Non, vous pouvez essayer. Mais je ne vais pas vous répondre. Elle n'existe que pour permettre à Sukuna de rester fonctionnelle là où n'importe qui d'autre aurait été neutralisé définitivement. Oui, et vraiment, ne me dites pas dans les commentaires que ça fait sens. Pourquoi les gens veulent toujours expliquer quelque chose que tu as vu? En tout cas, vous pouvez toujours essayer. Vous pouvez toujours essayer. On va voir dans quelle mesure ce que vous dites serait possible. Mais bon, bref, le scénario ne s'arrête pas là. Pour que Mahoraga puisse s'adapter à la sphère de l'espace infini, il fallait qu'il subisse l'attaque. Et comment le manga règle ce problème? En faisant porter la roue de Mahoraga à l'âme de Megumi, cachée dans l'ombre pendant que le corps de Sukuna continue de bouger librement. Il s'est adapté à la sphère de l'espace infini en moins de 0,1 seconde. Impossible. Est-ce que Sukuna a pris le fardeau de l'adaptation? Non. C'était l'âme de Megumi. Bref, résultat, Megumi encaisse les dégâts, la roue tourne, l'adaptation progresse et Sukuna, lui, continue le combat comme si de rien n'était. Corps, âme, adaptation, tout est séparé quand ça arrange les scénarios, puis est miraculeusement réuni quand il faut attaquer. Waouh.
c'est juste waouh. À un moment du combat, Gojo frappe Sukuna avec un Black Flash si violent que Sukuna perd connaissance, les yeux blancs, le cerveau visiblement touché. Rayon noir. À cet instant précis, selon toutes les règles du manga, Mahoraga aurait dû disparaître ou, à minima, être désactivé. On est d'accord. L'invocateur est inconscient, son énergie est instable, le contrôle devrait donc être perdu. Et pourtant, Mahoraga sort de l'ombre de manière autonome, pile au bon moment pour attaquer Gojo. Sukuna est KO, mais le scénario, lui, reste parfaitement conscient. Et comme ça ne suffisait pas, on arrive ensuite au fameux violet, la technique la plus destructrice de Gojo. Franchement, tu me saoules. Une collision entre attraction et répulsion, définie comme une masse imaginaire qui efface la matière sur son passage. Il faut qu'on réalise, ça efface la matière sur son passage. Tout ce que le violet touche est censé être désintégré, pas brûlé, pas repoussé, effacé en fait. Et on l'a vu contre Anami, on l'a vu contre Toji. Ah, mon husbando. 手ぶらの俺の気取る感の良さ。 Ce n'est pas une attaque conceptuelle, ce n'est pas une explosion. Et pourtant, Sukuna encaisse un violet chargé à 200%, amplifié et parfaitement placé. En fait, c'est comme si vous êtes en train de me dire que la météorite qui a frappé la Terre pour éliminer les dinosaures avait soudainement perdu de son impact et de sa brutalité, en fait, au dernier moment. Comme ça, en fait. Logique. Bref, Sukuna survit. Pas à moitié désintégré, pas effacé, non, il perd juste ses bras. Voilà. Il est affaibli, mais il est vivant. Le violet, soudainement, n'efface plus la matière. Il inflige désormais des dégâts comme une attaque classique. Waouh! Waouh! Comme si en fait la technique avait changé de nature uniquement parce que la cible s'appelait Sukuna. À partir de ce moment-là, quelque chose se casse définitivement. Si la sphère de l'espace infini peut être détournée, si Mahoraga peut agir sans invocateur conscient, si le violet peut désintégrer tout le monde sauf Sukuna, alors on ne parle plus d'un combat régi par les règles. On parle d'un combat où les règles deviennent optionnelles. Et le pire, c'est que ce n'est toujours pas la fin. Now, I'm really mad. Parce que même après avoir encaissé l'impossible, même après avoir été littéralement réduit à l'état de cadavre ambulant, Sukuna va encore trouver assez d'énergie pour inventer une technique ultime, tuer Gojo et survivre. Waouh! Je sais pas quoi te dire, bravo pour ce que t'as fait. On arrive maintenant au point de rupture, le moment où même les lecteurs les plus indulgents ont compris que quelque chose n'allait plus. Le violet final, le World Slash et la mort de Satoru Gojo qui n'est plus une défaite logique mais un problème de mise en scène scénaristique. Le contexte est pourtant limpide. Gojo vient d'entrer dans ce que le manga décrit comme son état optimal. Il a enchaîné plusieurs Black Flash, ce qui, selon les règles établies par l'auteur, place un sorcier dans une zone où son énergie occulte, sa précision et surtout son sort inversé sont à leur maximum absolu. Gojo est juste à 120% au sommet de ses capacités, avec un corps qui se régénère presque instantanément. En face, Ryumen Sukuna est à bout, une régénération quasiment à l'arrêt. Un état si critique que le narrateur lui-même laisse comprendre Que Gojo Satoru a gagné le combat des plus forts. Oui, voilà. Gojo lance un dernier violet. Pas un violet lancé à distance par sécurité, non. Gojo choisit délibérément d'encaisser une attaque pour s'assurer que le violet touche Sukuna de plein fouet. Il sacrifie la prudence pour la certitude. Le violet explose, rase tout et transforme Shinjuku en champ de ruines. Si une attaque devait être définitive, c'était celle-là. Logiquement, Sukuna aurait dû être effacé, désintégré, pulvérisé, rayé en fait de l'existence. Mais non, il survit encore. Non seulement il survit, mais il conserve suffisamment de lucidité, de contrôle et d'énergie occulte pour faire quelque chose d'encore plus absurde. Conceptualiser une toute nouvelle technique. Est-ce que vous vous rendez compte? Et dites-vous, une technique capable de contourner l'infini, une technique jamais utilisée auparavant, une technique apprise instantanément en observant Mahoraga. Un super guerrier n'abandonne jamais. Le fameux World Slash,
C'est là que le combat bascule du domaine de la stratégie vers celui de la nécessité narrative. Sukuna, censé être agonisant, trouve non seulement la force de lancer une attaque ultime, mais il le fait sans aucun signe avant-coureur perceptible. Et pourtant, on doit se rappeler que Gojo possède le 6e œil, un pouvoir censé lui permettre de voir l'énergie occulte au niveau atomique. Une attaque capable de couper littéralement l'espace lui-même aurait dû produire une accumulation d'énergie gigantesque, impossible à dissimuler. Gojo aurait dû la voir venir, il aurait dû réagir, il aurait dû au minimum tenter quelque chose. Mais non, il est coupé en deux. Pas décapité, juste sectionné au niveau de la taille. J'insiste sur le décapité là. Quand ça arrive, on s'attend à ce qu'il se lève. Mais non, on nous dit qu'il est mort. Pardon? On nous dit qu'il est mort. Et les gens n'étaient pas dingues d'avoir pensé qu'il allait se relever. Parce que dans Jujutsu Kaisen, pour tuer définitivement un utilisateur du sort inversé, il faut détruire la tête. Juste avant de mourir, j'ai compris la nature de l'énergie occulte et tous ses secrets. C'est dommage, t'es pas passé loin de la victoire. Tu m'aurais réglé mon compte si tu m'avais décapité ou perforé le cerveau avec ton objet maudit. Selon toi, j'ai perdu? Le cerveau est le centre du traitement de l'énergie occulte. On a vu des personnages survivre à des blessures bien pires. Yuki Tsukumo a continué à se battre littéralement coupé en deux. Gojo, lui, reste conscient, discute calmement dans une sorte d'au-delà métaphysique, mais ne tente même pas de se soigner. What? Bref, c'est là que la mort de Gojo cesse d'être un événement logique pour devenir une décision visible de l'auteur. Oui, une décision purement orchestrée par l'auteur lui-même. Gojo avait l'énergie, il avait la conscience, il avait le sort inversé à son maximum, mais le scénario avait besoin qu'il meure. Pas parce qu'il l'avait perdu, mais parce qu'il devait sortir de l'histoire pour laisser la place aux autres. Quoique même, je comprends. Sauf que ça, en fait, c'est absurde. Cette manière de mourir de Gojo est juste absurde. Et pour justifier l'injustifiable, le manga introduit plus tard un nouvel élément, le vœu contraignant. Waouh! On apprend que Sukuna aurait sacrifié sa capacité à lancer le Word Slash sans incantation à l'avenir, en échange de pouvoir l'utiliser une fois immédiatement pour tuer Gojo. Autrement dit, Sukuna obtient une victoire absolue au moment où il est censé mourir et la contrepartie ne le handicape pratiquement jamais par la suite. Parce que, on est d'accord, avec 4 bras, devoir faire des signes n'est pas vraiment une contrainte. Hein? Avec deux bouches, incanter n'est pas vraiment un problème. Et surtout, le World Slash n'était utile que contre l'infini de Gojo. Une fois Gojo mort, cette restriction devient presque en fait décorative tout au long. À ce stade, on ne peut même plus parler de combat, on ne peut plus parler de règles, on assiste à une scène écrite pour arriver à un résultat précis, quitte à sacrifier la cohérence interne du personnage le plus emblématique du manga. Gojo ne meurt donc pas parce qu'il a été surpassé, il meurt parce que l'histoire ne pouvait pas continuer avec lui vivant. Et je n'insiste pas sur ce point parce que je suis fan de Gojo, oh là là, non, pas du tout, j'ai d'autres personnages préférés dans cette série. C'est juste qu'il fallait souligner l'incohérence de toute cette scène. Et c'est là que le constat devient brutal. Même la mort de Gojo n'est pas une victoire de Sukuna. C'est une décision scénaristique maquillée en exploit. Et le pire, c'est que ce n'est pas toujours fini. On pourrait se dire qu'après Gojo, le manga allait enfin redescendre, redevenir quelque chose de logique, que Sukuna, affaibli, allait enfin être confronté à ce que l'œuvre avait présenté comme ses faiblesses absolues. Spoiler alerte, non, pas du tout. On entre au contraire dans une phase où ces faiblesses cessent mystérieusement d'en être, les unes après les autres, comme si le concept même de contre devenait facultatif. Commençons par Angel et l'échelle de Jacobs. Cette technique n'a jamais été ambiguë. Elle est présentée comme une purification totale, une annihilation de tout ce qui est maudit. Les objets maudits sont détruits, les techniques maudites sont désactivées, les incantations sont expulsées de leur hôte. Et Sukuna, rappelons-le, n'est pas un type très fort, hein? C'est littéralement une incarnation maudite composée de fragments d'objets maudits. Juste à titre de rappel. Lors de sa première démonstration, Sukuna hurle de douleur sous l'effet de l'échelle de Jacobs. Le manga insiste, ça marche, ça lui fait mal, c'est dangereux, c'est l'une des rares choses capables de l'éliminer. Et pourtant, lors de la bataille finale, Sukuna subit une version gigantesque de l'échelle de Jacobs en pleine forme avec ses 4 bras, non 4, parce que là ça en faisait 8, pendant plusieurs secondes.
Et là, tout change. La purification devient soudain supportable. Sukuna ne crie plus, Sukuna ne se dissout pas, il ne perd pas ses techniques, il ne se fait pas expulser du corps de Megumi, il grimpe littéralement dans le rayon de lumière, utilise les débris comme des tremplins, et traverse ce qui était censé être son antithèse absolue, comme si c'était un projecteur un petit peu trop lumineux. Waouh! À ce moment précis, l'échelle de Jacob cesse d'être une technique conceptuelle pour devenir une simple attaque de dégâts. Encore une fois, la règle change parce que la cible s'appelle Sukuna. Trop c'est trop. Franchement, tu me saoules. On enchaîne avec Yuta Okotsu et Yuji Itadori dans l'un des plans les plus intelligents du manga. Le domaine de Yuta, amour mutuel authentique, combine précisément ce que Sukuna ne devrait pas pouvoir encaisser. D'un côté, l'échelle de Jacobs pour désactiver et purifier. De l'autre, les coups de Yuji, capables de frapper directement l'âme et de séparer une incarnation de son hôte. Ces deux techniques bien distinctes et bien fatales pour Sukuna. Mais bon bref, on va dire que pour une fois, ça fonctionne. Son contrôle sur le corps de Megumi faiblit, on sent que quelque chose cède, oui. Pour la première fois depuis longtemps, le manga donne l'impression que Sukuna peut réellement perdre. Et là encore, le scénario intervient. On peut travailler dans des conditions pareilles. Parce que pour que Sukuna soit expulsé, il faut que l'âme de Megumi ait la volonté de vivre. Et soudainement, Megumi n'en a plus envie. Il est tout d'un coup dépressif, il abandonne, il dit en substance « j'en ai assez ». Résultat, le plan parfait échoue non pas parce qu'il était mauvais, non pas parce que Sukuna l'a surpassé, mais parce qu'un personnage tierce n'a pas la motivation psychologique suffisante. Le sort du monde repose donc sur l'état émotionnel d'un adolescent brisé. Et évidemment, cette absence de volonté devient la porte de sortie de Sukuna. Il en profite pour lancer un World Slash à bout portant et s'échapper. Encore une fois, il ne gagne pas par domination, il gagne parce que le scénario refuse de lui infliger une défaite définitive. À ce stade, le schéma est clair. L'échelle de Jacob, censée être son antithèse, ne fonctionne plus vraiment. Les attaques sur l'âme, censées le séparer de son hôte, deviennent conditionnelles. Et chaque faiblesse introduite par le manga est aussitôt neutralisée par une clause émotionnelle, contextuelle ou totalement improvisée. Au choix. On pourrait penser qu'après avoir survécu à Gojo, à l'échelle de Jacobs, à Yuta et Yuji, il ne reste plus beaucoup d'options crédibles pour arrêter Sukuna. Et pourtant, le manga en introduit une qui, sur le papier, est absolument imparable. Maki Zenin armé de la Split Soul Katana, une arme spéciale, unique et surtout extrêmement claire dans son fonctionnement. Très claire. La Split Soul Katana ne coupe pas la chair, elle coupe l'âme. Elle ignore les renforcements en énergie occulte, elle ignore la durabilité, elle ignore les défenses. Les dégâts qu'elle inflige sont directs, profonds et surtout, ils ne peuvent pas être soignés normalement par le sort inversé. Le manga insiste lourdement là-dessus. Ce n'est pas une épée très forte, c'est une arme conçue précisément pour tuer des monstres comme Sukuna. Et Maki réussit. Elle transperce Sukuna en plein cœur, pas un coup superficiel, le cœur est atteint. Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, c'est censé être critique, même pour les monstres. Le cœur est essentiel à la circulation de l'énergie occulte, à la stabilité du corps, au maintien du combat. À ce moment précis, selon toutes les règles établies, Sukuna aurait dû clamser. Il aurait dû être condamné en fait. Et pourtant non, le manga nous explique alors que Sukuna peut simplement forcer son cœur à continuer de se battre par manipulation d'énergie occulte. Autrement dit, il n'a plus besoin de cœur fonctionnel. Il décide littéralement que cet organe vital devient optionnel. Que quelqu'un me dise si ça fait sens. Que quelqu'un juste me dise comment ça fait sens. Non, n'essayez même pas d'expliquer, ça fait pas sens. Ça fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Pourquoi les gens veulent toujours expliquer quelque chose que tu as vu? Il continue donc de se battre, d'enchaîner les adversaires, de lancer des techniques pendant plusieurs chapitres comme si de rien n'était. C'est là que même la biologie abandonne. On n'est plus dans le surnaturel cohérent. On n'est plus dans une logique de fléau puissant. On est dans une situation où une règle fondamentale de l'univers est suspendue parce que le personnage qui est attaqué ne peut pas perdre. En tout cas pas maintenant. Une épée qui coupe l'âme, des dégâts impossibles à soigner, un cœur détruit. Et malgré tout, Sukuna continue comme si on lui avait simplement
marcher sur le pied. Le problème n'est même plus que Sukuna survive. Le problème, c'est que cette survie n'a aucune conséquence. Il ne ralentit pas réellement, il ne devient pas vulnérable, il ne paye aucun prix durable. L'arme censée être l'une des plus dangereuses du manga devient elle aussi, une simple étape à franchir. Encore une faiblesse absolue qui cesse soudainement d'en être une. Pile au moment où Sukuna en a besoin. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On arrive maintenant au mécanisme le plus problématique de tout le manga. Le bouton annuler la défaite, oui. Appuie. C'est quand je te demande d'appuyer que tu appuies. Il est juste là. Il appuie dessus. Les vœux contraignants, serments restrictifs, serments sous contrainte, peu importe comment vous préférez appeler ça en fait. À la base, c'était une excellente idée. Dans Jujutsu Kaisen, un vœu contraignant est censé être un contrat strict. Plus tu veux gagner quelque chose d'important, plus ce que tu sacrifies doit être lourd. C'est un système d'équilibre, un système de risque, un système qui punit l'abus. En théorie en tout cas, en théorie. En pratique, avec Ryumen Sukuna, ce système devient un cheat code personnel. Sukuna est le seul personnage du manga qui passe son temps à faire des vœux au moment où il est acculé et qui n'en subit même jamais les conséquences réelles. Il ne fait pas des vœux pour préparer un combat, il fait des vœux pour survivre à une défaite imminente. Et surtout, le manga ne prend jamais le temps de montrer ce qu'il perd réellement. Dès le début du combat contre Gojo, lors du tout premier affrontement de territoire, Sukuna aurait dû perdre. Le domaine de Gojo est plus raffiné, plus stable, plus dangereux. La seule raison pour laquelle Sukuna parvient à briser le territoire de Gojo, c'est grâce à un vœu contraignant qui modifie les conditions de son propre domaine pour attaquer depuis l'extérieur. Problème, on ne nous dit jamais ce qu'il sacrifie en échange. Rien. Silence total. Le vœu existe, le gain est immense, mais le prix disparaît du scénario. Comme ça, comme de la poudre de perlipimpin. Oui. Et ce n'est pas un cas isolé. Le sommet de l'absurde, c'est évidemment le vœu utilisé pour le World Slash. Sukuna est censé être mourant, il n'a plus de bras fonctionnels, sa régénération est à l'arrêt, il est à 2 doigts de perdre contre Gojo, et pourtant il conclut un vœu qui lui permet de lancer instantanément une attaque capable de tuer le sorcier le plus fort du monde, de leur univers en tout cas. En échange, il devra désormais faire des signes de main et une incantation à l'avenir, comme si c'était vraiment contraignant. Le déséquilibre est juste si grotesque. Le gain est absolu, donc la mort de Gojo, l'élimination du seul obstacle réel. La perte est dérisoire, Sukuna a 4 bras, donc faire des signes n'est pas vraiment une contrainte. Il a 2 bouches, incantation ou pas, ce n'est pas un problème. Et surtout, le World Slash n'était utile que contre l'infini de Gojo. Une fois Gojo mort, cette restriction devient quasiment inutile. Inutile. Le vœu est payé avec de la monnaie qui n'a aucune valeur. Et là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la solution, c'est le vol. Et ben, ça marche jamais. C'est terrible, c'est abasourdissant. Ce qui rend la chose encore plus problématique, c'est que Sukuna est le seul personnage à abuser de ce système sans jamais être puni. Quand d'autres personnages font des vœux, ils perdent réellement quelque chose. Une liberté, une capacité, une option stratégique. Il y a un exemple, c'est celui de Miwa Kazumi, une simple épéiste. Face à Kenjaku, elle fait un vœu absolu. Elle sacrifie définitivement sa capacité à manier le katana. Pas temporairement, pas plus tard, définitivement. En échange, elle concentre tout dans une seule attaque ultime. Elle paye son vœu immédiatement, de façon irréversible, et malgré ce sacrifice énorme, son attaque est arrêtée sans difficulté. Le vœu lui a donné une chance, pas un miracle. Une chance, pas un miracle. Son adversaire la surpassait toujours. Note du monteur. Ce qu'elle explique ici, c'est que ce n'est pas parce que tu fais un vœu, même contraignant, que ça veut dire que tu gagnes ou que tu prends l'avantage. Gojo restait le plus fort, même si Sukuna sacrifiait toute sa vie en échange. Autre exemple, c'est Nanami Kento. Nanami. Paix à son âme. Son vœu contraignant limite volontairement sa puissance en dehors de ses heures de travail. En échange, il devient donc plus fort en overtime. Mais la contrepartie est constante. La majorité du temps, Nanami combat en dessous de son plein potentiel. Son vœu structure son style avec un prix à payer, visible à chaque combat. Miwa sacrifie toute sa carrière martiale pour une attaque qui échoue au passage. Nanami accepte d'être affaibli la plupart du temps pour un bonus conditionnel. Sukuna, lui, sacrifie des contraintes mineures, souvent floues ou différées, et obtient à chaque fois exactement ce dont il a besoin pour survivre ou pour gagner. Je répète, Sukuna, lui, sacrifie toujours ce dont il n'a pas besoin à l'instant T pour obtenir exactement ce qui le sauve. Je sais pas, peut-être qu'il faut que je reformule pour comprendre en fait que la situation est grave. On va se calmer, on va boire un peu d'eau, on revient juste après la... Ne bois pas l'eau.
Et même quand les vœux devraient logiquement l'handicaper à long terme, ça n'arrive jamais. On ne le voit jamais en difficulté à cause d'un vœu passé. On ne le voit jamais payer une dette, on ne le voit jamais regretter une décision. Le système censé donc équilibrer la puissance devient un distributeur automatique d'avantages. Ah oui, il faut s'appeler Sukuna pour en bénéficier. À partir de là, le constat est simple. Tant que Sukuna peut encore formuler un vœu, il ne peut pas vraiment perdre. Chaque situation désespérée devient en fait une opportunité de réécrire les règles. Et tant que le manga ne montre pas de conséquences réelles, ces vœux ne sont plus des choix risqués, ce sont des sauvegardes automatiques. Oui. C'est exactement pour ça que la sensation de triche est si forte. Ce n'est pas Sukuna qui maîtrise le système, c'est le système en fait qui se plie à Sukuna. Et quand les règles elles-mêmes cessent de s'appliquer équitablement, le combat n'est plus une question de talent ou de stratégie. Il devient malheureusement une question de scénario. Le vrai problème avec Sukuna, ce n'est pas qu'il soit trop fort. Le vrai problème, c'est qu'à un moment donné, il a cessé d'être un personnage pour devenir une obligation scénaristique. Et la différence est juste énorme. Dans Jujutsu Kaisen, tout est pourtant basé sur des règles très précises. Les techniques ont des priorités claires, les extensions de territoire ont des effets définis, les vœux contraignants sont censés imposer un équilibre. Mais avec Ryomen Sukuna, ces règles commencent à se plier, puis à se tordre, puis à disparaître. Le manga ne se demande plus comment en fait Sukuna va s'en sortir, mais comment le scénario va justifier en fait qu'il s'en sorte. Et ce glissement change tout, parce qu'un antagoniste bien écrit peut perdre, peut apprendre, peut revenir plus fort. Sukuna, lui, ne perd jamais vraiment. Même quand il est acculé, même quand toutes les conditions de sa défaite sont réunies, quelque chose intervient en fait pour empêcher la sanction finale. Oui, c'est magique. Il a une bonne fée. Et sa bonne fée, c'est Gegakutami. Aussi simple que ça. À partir de ce moment-là, la tension disparaît. Pourquoi? Parce que le lecteur comprend inconsciemment que Sukuna ne peut pas mourir tant que le scénario, aka Gegakutami, n'en a pas décidé autrement. Je pense qu'à ce stade, on devrait rebaptiser Jujutsu Kaisen en Sukuna Kaisen. Voilà, Sukuna Kaisen, je pense que c'est beaucoup mieux expressif de ce que l'histoire raconte vraiment. Voilà, la survie de Sukuna, au passage. Parce que peu importe la puissance de l'adversaire, peu importe la logique interne, peu importe les règles expliquées 20 chapitres plus tôt, si Sukuna doit survivre, si Gege a dit que Sukuna survivra, alors une exception apparaîtra toujours. C'est là que naît le sentiment de triche. Une triche narrative, le genre de triche où l'auteur en fait se retrouve coincé par son propre personnage. Sukuna a été écrit comme une force absolue, mais sans véritable condition de défaite claire. Résultat, chaque fois que l'histoire s'approche trop près d'une conclusion logique, le concernant bien sûr, elle doit inventer un détour, oui. Et plus ces détours s'accumulent, plus ils deviennent visibles. Le plus ironique, c'est que Jujutsu Kaisen avait justement posé un cadre très strict pour éviter ça. Les combats n'étaient pas censés être des concours de qui tape le plus fort, mais des affrontements en fait techniques, tactiques, presque mathématiques. Quand quelqu'un perd, c'est parce qu'il a été surpassé ou qu'il a fait une erreur. Avec Sukuna, ce n'est plus vraiment le cas. Quand il gagne, ce n'est pas parce qu'il a mieux joué, c'est parce que le jeu a changé de règles en plein milieu de la partie. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo est nécessaire. Pas pour dire que Sukuna est mal écrit dans l'absolu, mais pour montrer qu'à force de le sauver encore et encore, le scénario a fini par le transformer en fait en quelque chose de beaucoup moins intéressant. Il est devenu un personnage qui ne gagne plus contre les autres, mais contre la logique même de son univers. Et pour ceux qui me diront oui, mais l'auteur a dit que Gojo était distrait parce qu'il pensait avoir gagné, blablabla, blablabla. Aucun intérêt. Sachez que je mets ça au même niveau que toutes les autres explications qu'il donne a posteriori, pour expliquer ses improvisations narratives, c'est-à-dire à la poubelle. Oui, je mets ça bien à la poubelle. La parole de l'auteur dans le cas de Sukuna ne compte pas, simplement parce que l'auteur, qui est représenté par le narrateur dans l'œuvre, s'est trompé plusieurs fois. Si on ne peut pas faire confiance à celui qui nous explique les règles, chacun peut dire ce qu'il veut et ça devient la réalité. Point final. Tu ne peux pas toi-même saccager ton propre manga et venir nous donner des explications bateau par la suite. Tu crois que les gens sont à cause qu'ils sont à la chute de à la chute de ta On peut maintenant le dire sans détour. Sukuna n'a pas gagné parce qu'il était le meilleur. Il a gagné parce que le scénario refusait qu'il perde. Ce n'est pas Sukuna le problème, c'est sa protection, son protecteur, sa bonne fée. Parce qu'un personnage puissant peut perdre, il peut payer, il peut subir des conséquences. Sukuna, lui, survit à tout. Aux juges, à Gojo, aux techniques de purification, aux attaques sur l'âme, même à la perte de son cœur. Oui. Waouh, à ce stade, ce n'est même plus de la résistance. C'est, c'est de l'immunité scénaristique. Et je le répète, critiquer cela, ce n'est pas détester Sukuna. C'est refuser de confondre puissance et favoritisme narratif. C'est deux choses bien distinctes. Un grand antagoniste gagne sans que les règles aient besoin de changer pour lui, en cours de route.
à l'improviste. Alors soyons honnêtes, si n'importe quel autre personnage avait survécu à la moitié, je dis bien la moitié de ce que Sukuna a encaissé, est-ce que vous auriez accepté ça sans parler de plot armor? Si Gojo avait survécu à la moitié de ce que Sukuna a encaissé, est-ce que vous auriez accepté ça sans parler de plot armor? Dans tous les cas, à vous de me répondre en commentaire. Oui, cette vidéo était très longue, je sais. C'était Kia, ici on parle d'animé, de jeux vidéo, et on se dit à la prochaine, portez-vous bien.